et il nous a paru utile de vous valider de quoi on parlait, de manière à ce qu'on ne retrouve pas de nombreuses questions sur qui pour un tel endroit, qui pour un tel endroit. Les deux gros projets qui vont nécessiter pas mal d'intervention des entreprises. Le premier, c'est l'installation de la fibre. D'accord, et vous allez avoir une présentation complète sur l'installation de la fibre. Le deuxième, c'est dans le cadre de la nouvelle DSP eau qui a démarré au 1er janvier. Dans cette DSP, il y a le changement des relevés automatiques de compteurs et vous allez changer 400. On va renouveler 400 compteurs et on va reparamétrer l'ensemble des compteurs de ligne. Voilà. Donc il y a un gros travail sur tous les compteurs de manière à permettre en fait la relève automatique. Et ça c'est dans le cadre. Donc vous allez voir des équipes liées à Veolia et vous allez voir des équipes liées à. On va détailler tout le projet à la fibre avec l'entreprise qui s'appelle Axiom. Le sujet sur la fibre est plus conséquent que le sujet sur l'eau. Vous avez dit qu'on commencerait par la fibre et qu'on ferait ensuite l'eau, à la demande de Veolia, parce que leur intervention va être beaucoup plus courte. On va inverser les deux, on va commencer par Veolia, et ensuite on se concentrera sur la fibre. Voilà ce que je vais vous dire en introduction. Donc je donne la parole à Veolia. Si vous voulez. Si vous avez une voix qui porte, moi je ne porte pas. Donc bonjour à tous. Donc alors du coup nous on est l'entreprise Veolia. Donc Cyril Boetin, moi je suis le responsable du secteur des Côtes d'Armor et le directeur du contrat là pour la partie du Cobrea. Mon collègue du coup Sébastien Tonnet est responsable d'équipe. Il est en charge des équipes qui seront sur l'île. Donc effectivement comme a dit Monsieur le maire. On a renouvelé le contrat d'eau potable et d'assainissement donc au 1er janvier. Et sur la partie eau potable, on a une grosse mission principale, c'est le changement de technologie donc, qui est déjà en place, la TLREV est déjà en place chez vous. Mais on a un changement de technologie où on va avoir en fait besoin de tout le monde et c'est pour ça qu'on a décidé d'intervenir lors de cette réunion. Donc, alors je vais vous présenter donc rapidement. Donc en fait ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est surtout la seconde partie où en fait on a besoin de vous et de la mairie. Sur ce changement. Donc rapidement, donc, ce que c'est la télérelève, en fait, c'est les compteurs donc, qui sont télégérés. C'est en gros l'ensemble des compteurs que vous avez chez vous. Et les bénéfices de la télérelève, en fait, tout simplement, c'est de connaître au fil de l'eau vos consommations. Surtout sur Bréa, où il peut y avoir des résidences secondaires, lorsque vous partez, en fait, vous avez directement accès via notre application, Veolia et moi, on va en présenter par la suite, votre consommation d'eau. Donc vous pouvez directement diagnostiquer s'il y a une fuite ou autre chose. Après, du coup, il y a une simplification de la démarche, une facturation en réel et non une estimation. Donc voilà. Donc rapidement, en fait, donc voilà à quoi ça ressemble du coup les modules. En fait, on appelle ça des modules télérelève. En gros, c'est un compteur simple, compteur d'eau, mais qui est télégéré. Et ensuite, ça permet de nous remonter l'information en temps réel dans vos démarches d'application, mais aussi chez nous. Là, rapidement, en fait, comment on va déployer la méthode chez vous? Il y a des compteurs, du coup, pour chaque fosse à compteur chez les particuliers, mais on a aussi des répéteurs. En fait, c'est pour couvrir toutes les zones blanches. Il y en a certains, là, vous avez déjà peut-être le remarqué, sur l'île de Bréa. C'est rapidement pour vous montrer qu'en fait, les répéteurs permettent d'intensifier les signaux des compteurs, on va dire, particuliers, pour ensuite que ça remonte directement sur l'ensemble de l'île. Donc voilà en fait un petit peu la priorité de ce matin. En fait, c'est pour rapidement vous montrer. Je ne vais pas vous ennuyer avec les noms particuliers. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va déployer la méthode LoRaWAN. LoRaWAN simplement, en fait, c'est que on va passer interopérateur. C'est-à-dire qu'actuellement, si demain Veolia n'a plus le contrat ou quoi que ce soit, la mairie de Bréa aura accès à n'importe quel opérateur. C'est-à-dire que la remontée des signaux
pourra se faire notamment, on a mis Orange, mais avec l'ensemble des opérateurs. Donc là, actuellement, on était bloqué sur un seul opérateur, notamment avec Birds. Demain, en fait, sur cette année 2025, le changement de technologie passe par ça. En fait, ce qu'on va faire, pour vous présenter rapidement, on a, dans le cadre du contrat, on doit renouveler des contrats qui sont supérieurs à 15 ans. Donc ceux-là, on va les changer directement par une nouvelle technologie. Et ceux qui n'ont pas 15 ans, on va simplement changer on va simplement passer sur ce compteur-là pour changer la technologie et que ça soit interopérateur. Donc pour cela, en fait, on a mis les photos de nos techniciens qui vont être présents à partir de mars, d'ici 15 jours, 3 semaines. Ils vont passer sur l'île. Donc on vous a mis une photo parce que vous risquez de les voir. Et nous, en fait, notre intervention d'aujourd'hui, c'est pour les compteurs qui sont inaccessibles. Alors je sais qu'il y en a pas mal sur l'île de Bréa, pour multiples raisons. Il y a des gens qui sont en résidence secondaire. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter. Donc compteur plus tête à changer, donc il y en a 444. Là on va arriver simplement sur l'île. On a le compteur, on le change. Donc le compteur plus la tête. Ensuite on a la tête à changer. Donc là c'est juste, le compteur n'est pas à changer, mais on a juste la petite tête à changer sur le compteur. Et 316 têtes à reprogrammer, c'est-à-dire qu'on passe sur le compteur et là on fait une maintenance, ça dure 10 minutes, un quart d'heure chez le client, mais pour le client il n'y a pas d'impact particulier. Et donc du coup comment on va procéder, spécifiquement c'est pour les compteurs inaccessibles. Ces personnes-là on les a déjà listées, vous allez recevoir un courrier de la part de Veolia où vous allez pouvoir en fait prendre rendez-vous en ligne. Vous avez un type de courrier comme ça, où vous avez un QR code, vous allez saisir directement le QR code et ça va vous mener vers l'application Veolia et moi. Et à partir de là, vous allez avoir un catalogue. C'est comme un Doctolib, voilà. On l'a noté comme ça, Doctolib, où vous pouvez vous connecter et vous pouvez prendre rendez-vous à la date qui vous convient. En fait, pour nous, c'est super important parce que si le compteur reste inaccessible, on ne peut pas le changer et on ne peut pas le reprogrammer. Donc en fait, pour vous aussi, ça peut vous impacter parce que du coup, vous n'aurez pas une estimation de vos consommations. Mais pour nous, c'est problématique parce que en fait, on se doit de changer tous les compteurs et on a besoin de vous pour ça. Donc en fait, c'était notre intervention de ce matin sur ce sujet-là. Donc pour que dès en fait notre engagement contractuel, c'est au 31/12/2025 de changer l'ensemble des compteurs ou des reparamétrer. Donc voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai présenté ça rapidement. Mais si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Même quand ils sont accessibles, il y a des précautions à prendre lorsque vous intervenez. Il n'y a pas de. En fait, si c'est accessible, c'est comme c'est transparent. C'est-à-dire que si le compteur est à l'extérieur de chez vous, nous on intervient et soit vous avez un compteur supérieur à 15 ans, on le reprogramme, on le change. Mais pour vous, il n'y a pas de. Vous n'avez pas besoin d'être là. C'est des compteurs inaccessibles, c'est essentiellement des fosses, par exemple, qui peuvent être à l'intérieur de la propriété. Il faut savoir que chez nous, on n'a pas le droit, ou comme d'autres opérateurs, on n'a pas le droit de rentrer chez vous comme ça, ce qui est normal. On a besoin d'un accord, et c'est pour ça qu'en fait, on a déployé ce processus de courrier qu'on déploie sur d'autres contrats. Mais dans le cas de l'île de Bréa, c'est vraiment bien parce que il peut y avoir des résidences secondaires où vous venez 2 ou 3 mois dans l'année ou quelques fois, donc ça permet de vous prendre directement rendez-vous. Les courriers vont partir d'ici 2-3 semaines. Alors les gens qui vont recevoir les courriers, c'est ceux qui ont des compteurs inaccessibles. Les autres qui ont des compteurs inaccessibles, vous n'allez pas recevoir de courrier. Soit on va le reprogrammer si c'est un compteur qui est inférieur à 15 ans, soit on va le changer. Mais pour vous, ça va être transparent. Ensuite, vous pouvez, alors je ne sais pas si vous êtes tous adeptes, mais on pourra vous montrer l'application Veolia et moi. Vous pouvez la télécharger sur Play Store ou sur les applications Android ou Apple Store. Et vous pouvez avoir directement accès parce que déjà les compteurs sont déjà télérelevés sur l'île de Bréa. Donc vous pouvez avoir déjà l'estimation de vos consommations. Alors, on vous a mis aussi dans la diapo précédente les fiches contact. La fiche contact, en fait, on l'a déployée dans le cadre du contrat, où vous allez avoir, donc je vous l'ai mis là,
Donc en fait, les numéros à garder en mémoire, c'est les numéros du service abonné qui chez nous, on a 3 personnes en interne dans le service local. Ensuite, vous avez le numéro, donc c'est un 09, et là vous risquez en fait de tomber chez Veolia France. Donc ça sera plus pertinent. Et ensuite, on a un numéro d'urgence ou d'astreinte. Ce numéro est accessible 24/24 et 7 jours sur 7. C'est par exemple si vous avez une fuite chez vous ou d'autres demandes d'urgence, il ne faut pas hésiter à garder ce numéro en mémoire et de nous prévenir. Ensuite, j'ai mis les autres numéros, notamment le mien, ou d'autres numéros de contact, mais il ne faut pas hésiter à garder ces numéros en mémoire. Dans l'application Veolia et moi, il faut aller où pour prendre rendez-vous? Là, c'est pas encore fait. C'est lorsque vous allez recevoir le courrier. Avec le courrier, Et dans l'application, on l'a pas? dans l'application, là, vous ne l'aurez pas. En fait, en fait, ce que vous allez recevoir, c'est vous allez pouvoir scanner ce QR code et ça va vous remettre directement dans l'application, mais c'est pour prendre rendez-vous ensuite. Actuellement, en fait, dans l'application, vous avez accès à vos consommations, mais vous n'avez pas possibilité de prendre rendez-vous pour le changement de compteur. Ça va arriver d'ici 2-3 semaines. Et si vous ne recevez pas de courrier, c'est plutôt bon signe, c'est que votre compteur est accessible. Globalement, je crois qu'il doit y avoir 200 ou 250 compteurs à peu près sur l'île qui sont inaccessibles. Donc on va dire sur une base de 1000, à peu près 750. Voilà, un tiers qui sont inaccessibles. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres. Quand on a son compteur dans la cave, vous le changez dans la cave et il restera dans la cave. En fait, oui, s'il n'y a pas d'autres dispositions, nous c'est pas notre souhait, parce qu'on préfère que les compteurs soient accessibles. Après, s'il n'y a pas de possibilité, il faudra voir au cas par cas. Mais si on le change, on le changera pour le. Accessible, c'est robinet d'arrivée d'eau accessible à tout. Ouais, c'est ça. Après, s'il n'y a pas d'autres possibilités, notamment nous ce qu'on préconise, c'est le déplacement du compteur à l'extérieur des propriétés. Je peux comprendre que sur Bréa, c'est pas simple tous les jours. Donc, si on n'a pas la possibilité, on changera le compteur pour changer le compteur à l'identique. Est-ce qu'il y a des nouveautés en matière de qualité de l'eau? En qualité, vous entendez quoi par qualité? De nous dire ce qu'il y a dans l'eau qu'on boit au robinet. Qualité, oui. Alors, c'est un peu dans le cadre du contrat de délégation. Il y a des nouveaux paramètres qui sont analysés. Il y a beaucoup de pesticides, notamment, vous entendez ça particulièrement. Mais en fait, on analyse au quotidien tous les paramètres de physico-chimiques ou de bactériaux dans le domaine de l'eau. Les analyses sont faites à un instant donné selon le contrat. Après, on le fait régulièrement. Vous dire que la qualité, en tout cas, s'il n'y a pas de, lorsqu'on estime que la qualité d'eau est pas bonne, de toute façon, il y a une note qui est faite à l'ensemble des particuliers pour pas consommer l'eau. Et à partir de là, nous, on prend les dispositions nécessaires pour soit mettre des palettes d'eau ou d'autres choses si on estime que la qualité d'eau n'est pas bonne. En tout cas, sur l'île de Bréa, la qualité d'eau, c'est pas un sujet. Les coûts d'externalisation des compteurs hors propriété sont à la charge de qui? À la charge du particulier. Lorsque il y a un déplacement de compteur, c'est à la charge du particulier. J'ai compris que c'est ce que vous souhaitiez. Oui, c'est ce qu'on préconise, nous, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, que ce soit de la part du particulier ou de la part de l'exploitant, que ce soit nous ou d'autres. Mais par contre, le déplacement du compteur est à la charge du particulier. Parce qu'en fait, on intervient, le déplacement du compteur. Nous, en fait, Veolia, on s'arrête à la partie compteur. Et tout ce qui est avant ou après compteur est à la charge du particulier. Et donc, c'est bien au choix du particulier? Oui. Actuellement, oui. Après, je vais vous dire, sur l'île de Bréa ou sur d'autres secteurs, effectivement, je peux comprendre. Je sais qu'il y a eu des sujets de disposition par rapport à ça, notamment de l'agence de l'eau, pour potentiellement subventionner ces déplacements de compteurs. Je ne sais pas ce que ça en est, c'était des sujets qui étaient discutés au niveau de l'agence de l'eau, mais pour le moment, je ne peux pas vous faire un retour par rapport à ça. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si c'est clair. En fait, voilà, donc on voulait mettre les photos de nos exploitants où vous allez les voir beaucoup sur site. Il ne faut pas hésiter à, s'ils sont sur site ou si vous les croisez, à les interrompre si vous avez une question, que ce soit sur différents types de sujets ou sur votre compteur pour venir voir. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Voilà, je ne sais pas, vous n'avez pas d'autres questions? Bien. Bon. Et le planning sera tenu. Le planning sera tenu, ouais, donc on estime là, à partir de 2-3 semaines, les courriers vont partir. Et on va dire qu'au courant mi-mars, nos techniciens sur place, plus d'autres, seront présents pour faire le nécessaire. Donc effectivement, après, on a besoin de vous pour répondre, en fait, lorsque vous avez un courrier pour les inaccessibles, c'est vachement important pour déployer toute cette étape. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas. Je vais laisser la main du coup à nos collègues. Merci Veolia. Et puis, on a vraiment besoin de vous. Le travail est assez conséquent de changer ces compteurs. Il y en a 250 qui sont inaccessibles. On a mis des incendies dans le contrat pour que Veolia change des compteurs durant l'année 2025. Si évidemment on n'a pas accès, à la fin de l'année, on sera amené à rediscuter de comment on fait pour régler ces problèmes-là. Donc on va passer à la partie installation de la fibre. Donc là, vous allez avoir une présentation un peu plus conséquente. Mais on va déclencher cette réunion publique pour la même raison. C'est qu'à partir de la semaine prochaine, l'intervention des équipes sur l'île. Ils sont sur place. Ça démarre aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Vous allez voir un certain nombre d'équipes qui vont travailler. On va vous expliquer sur quoi ils vont travailler. On va vous donner une idée du planning général de l'opération. Et puis c'est pareil, c'est interactif. L'idée, c'est de répondre aux questions que vous pourrez vous poser sur l'installation de la fibre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il est clair que le projet démarre dans sa partie réalisation. Voilà, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Oui. On va se présenter. Donc, moi, je suis Thomas Renaud, je suis directeur du projet Bretagne Très Haut Débit et je travaille au syndicat mixte Mégalis Bretagne, mais je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Donc, je vais faire par ordre. C'est Bastien se présenter. Bonjour, je suis Bastien Radpester, chargé d'affaires chez Mégalis Bretagne pour la partie ouest du département. Bonjour, donc Simon Par-Antoine, je suis le chef de projet chez Axiom, donc l'entreprise qui est mandatée pour déployer la fibre sur l'île et sur la partie sous-marine, entre le continent et l'île. Et moi, c'est Anna Marquez, coordinatrice travaux chez Axiom. Donc, vous me verrez pas mal sur l'île. Alors effectivement, on a une présentation qui est un peu plus longue, donc c'est moi qui vais présenter, mais il y aura, voilà, on est venu en force pour pouvoir répondre à toutes les questions éventuellement. J'ai une quinzaine de diapositives, donc on ne va pas forcément être trop long. Vous rappelez quand même qui nous sommes et quels sont les acteurs. Donc Mégalis, c'est un projet public, donc on n'est pas une entreprise privée. Hein. Mégalis Bretagne, c'est un syndicat mixte, c'est un regroupement de collectivités qui intègre la région de Bretagne, les 4 départements et l'ensemble des intercommunalités de Bretagne, avec 2 grandes missions pour cet organisme. Le développement du très haut débit, donc de la fibre optique dont on va parler aujourd'hui, et puis également l'administration électronique, donc tout ce qui va être service informatique pour les collectivités, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est les missions de Mégalis Bretagne. Et cet établissement public s'est vu confier la maîtrise d'ouvrage, donc le pilotage du projet Bretagne Très Haut Débit, qui est tout simplement le déploiement d'un nouveau réseau de télécommunications avec de la fibre optique, dans les endroits où les opérateurs privés ne déploient pas cette fibre. Donc, sur la carte, on voit qu'il y a 2 secteurs, le secteur gris et le secteur bleu.
secteur gris, ce sont les zones où les opérateurs privés déploient eux-mêmes les réseaux de fibre optique pour proposer ensuite leurs abonnements. Sur le reste du territoire, y compris l'île de Bréa, mais aussi sur plein d'autres secteurs de Bretagne, les opérateurs privés n'allant pas déployer le réseau en fibre, ce sont les collectivités qui se sont organisées pour déployer ce réseau. Donc c'est une initiative publique qui est complémentaire à l'initiative privée. Ça représente environ 90% de la surface de la Bretagne et près de 60% de la population, plus d'1,4 million de locaux, donc un logement, une entreprise ou un site public à rendre éligible à la fibre optique. Alors pourquoi on fait ça? D'une part, c'est pour ne pas avoir de déséquilibre entre les grandes agglomérations et puis les zones plus rurales. Sinon, ça voudrait dire qu'on laisse en cuivre les secteurs plus ruraux, alors que les grandes agglomérations auraient pu bénéficier des nouvelles technologies et de la fibre. Donc l'idée, voilà, c'est aussi d'avoir un aménagement équilibré du territoire. Et puis surtout, l'opérateur Orange, qui est propriétaire du réseau cuivre actuel, qui sert pour l'accès à Internet filaire, je ne parle pas de téléphonie mobile, je parle bien du réseau filaire, eh bien, a décidé d'arrêter son réseau cuivre. À l'horizon 2030, il va couper progressivement l'ensemble des territoires au fur et à mesure, bien évidemment, que la fibre sera disponible. Donc l'idée aussi, c'est d'anticiper cet arrêt du réseau cuivre et de proposer une alternative performante. Alors pour ce faire, Mégalis Bretagne, donc on est maître d'ouvrage, donc concrètement, c'est nous, en tant qu'entité publique, qui passons les appels d'offres pour faire les études et les travaux. En l'occurrence, on a retenu plusieurs entreprises, un groupement en tout cas, donc Axiom qui est présent ici, qui travaille sur l'ensemble de la Bretagne pour déployer la fibre optique, et y compris sur Bréa, et qui s'est associé avec GDC et Tétis, qui sont eux des entreprises plus spécialisées sur les câbles sous-marins. On y reviendra un petit peu, puisque la particularité bien évidemment des îles, c'est qu'il faut les relier au continent en fibre également. On a une autre entreprise avec laquelle on travaille, retenue par appel d'offres, c'est THD Bretagne, donc c'est une filiale d'Orange, pour faire simple, qui va maintenir le réseau et le commercialiser auprès des opérateurs, puisque c'est pas Mégalis qui propose des abonnements, c'est bien Orange, Free, SFR ou Bouygues qui proposent des abonnements fibre, mais ces opérateurs-là, eux, ils vont contractualiser auprès de notre exploitant, THD Bretagne, pour pouvoir utiliser le réseau. Donc c'est un peu comme les réseaux électriques, où le réseau électrique appartient aux collectivités. Il est exploité par Enedis, mais vous pouvez choisir votre fournisseur électrique comme vous voulez. Là, c'est pareil. Vous allez avoir un réseau propriété des collectivités en fibre optique, exploité par un exploitant privé qui va être THD Bretagne, et puis vous pourrez choisir Free, SFR ou Orange, comme vous le voulez, pour prendre un abonnement. Et on voit aujourd'hui sur notre réseau, on a les 4 fournisseurs principaux d'accès Internet, qui sont Orange, Bouygues, SFR et Free, qui utilisent notre réseau. Alors, je parle de réseau de fibre optique, mais comment ça marche? Alors, effectivement, on ne va pas remplacer le réseau cuivre, on va déployer en parallèle. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas le réseau cuivre pour mettre de la fibre à la place. Le réseau cuivre, on n'y touche pas, nous, il ne nous appartient pas, il appartient à Orange. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie un nouveau réseau de A à Z en parallèle. On part classiquement d'un point. Allô? Non, ça marche. Allô? D'un point central, alors ce qui est bien, c'est que pour ceux qui sont à distance, ils ne vont pas entendre. Donc d'un point central qui est ce qu'on appelait dans le temps les centraux téléphoniques, qu'on appelle maintenant les centraux optiques ou les nœuds de raccordement optique. En l'occurrence, pour Bréa, le central optique qui sera sur le continent, il sera Depuis ce central, eh bien, sont tirés des gros câbles en fibre optique, qu'on appelle des câbles de transport, et qui vont venir relier des armoires qu'on appelle des points d'utilisation ou des sous-répartiteurs optiques, qui sont des armoires de rue que vous avez peut-être aperçues et qui permettent de brasser l'ensemble des câbles provenant des différents logements ou des différentes entreprises, puisqu'il y a un réseau de distribution qui est construit depuis ces armoires vers chaque habitation. Alors, on en parlait tout à l'heure sur l'eau. Nous, en tant que Mégalis ou Axiom ou le constructeur, on ne va pas rentrer chez les gens. On ne va pas vous mettre des prises chez vous. On va s'arrêter à ce qu'on appelle un point de branchement optique, qui est un boîtier, on verra des images tout à l'heure, qui se situe un petit peu entre la limite entre le domaine public et le domaine privé. Il n'y a qu'au moment de la prise de l'abonnement que le raccordement sera construit par l'opérateur qui viendra mandater un technicien, qui viendra installer la prise chez vous et faire les derniers mètres depuis la prise jusqu'à ce point de branchement qui se trouve dans la rue.
Voilà le principe. On part d'un central, on tire des câbles de transport jusqu'à des armoires, la distribution dans la rue jusqu'à les points de branchement, et ensuite le raccordement qui est fait au moment de la prise d'abonnement. On ne fait pas de pré-raccordement, puisque bien évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas passer à la fibre, qui ne prendront pas la fibre, ils n'en ont pas besoin, ou qui préféreront prendre, je ne sais pas, du satellite ou rester avec une solution mobile. Et bien évidemment, ces gens-là, au bout d'un moment, ils seront coupés aussi sur le cuivre. Hein, à l'horizon 2030, je ne sais pas quand encore, mais il n'y aura plus d'autre choix que soit de passer à la fibre, soit de prendre une technologie type radio ou satellite. Voilà les grands principes. Alors bien évidemment, là on vous a montré un réseau qui est souterrain, mais qui peut être aussi parfois aérien. C'est vrai sur le continent, sur l'île de Bréa, ce ne sera pas le cas, l'ensemble du réseau sera souterrain. Alors parfois on peut quand même avoir des câbles qui passent en façade, ça on verra en fonction des situations. Pour le raccordement, j'en ai parlé un petit peu. Lorsque l'ensemble de l'île sera déployé, et on l'espère avant fin 2026, on reviendra un petit peu sur le planning, votre logement sera indiqué comme éligible à la fibre. Donc il y a une cartographie qui est disponible, ou soit sur votre site de votre opérateur, soit sur le site de notre exploitant, vous pourrez vérifier si vous êtes éligible. À partir de ce moment-là, vous pourrez appeler un opérateur, votre fournisseur d'accès Internet, ou en changer si vous le voulez, pour souscrire un forfait. Il vous donnera un rendez-vous avec un technicien. Alors la particularité des îles, je parle de Bréa, mais on a d'autres îles en Bretagne sur lesquelles aussi on déploie. Il y aura peut-être du regroupement de raccordement, hein, peut-être qu'ils feront des campagnes de raccordement pour simplifier les choses, pour limiter les déplacements, et ça, ce sera les fournisseurs d'accès qui s'organisent. Et le raccordement donc, sera matérialisé par l'installation d'une prise optique. Donc un peu aujourd'hui sur le téléphone, on a une prise T avec la prise téléphonique, vous aurez une nouvelle prise à côté ou à proximité, vous verrez avec le technicien, sur lequel sera branché votre box, cette fois-ci en fibre optique. Donc il y aura une prise et puis le tirage du câble depuis votre habitation vers le point de branchement qui se situera normalement dans une chambre télécom. Je vous montrerai les photos tout à l'heure. Voilà, alors très clairement, c'est un peu autant sur le déploiement dans l'île, c'est Axione qui va s'en occuper, etc. Autant sur le raccordement, ça peut être un sujet entre vous et l'opérateur. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez attention sur le chemin qui peut être parcouru par ce câble. Éventuellement, si vous avez un fourreau dans un petit bout de jardin jusqu'à le domaine public, vérifiez éventuellement que ce fourreau qui est sur votre domaine privé n'est pas bouché ou qu'il sera bien accessible si vous avez aussi un petit regard, etc. Donc il y a des sujets un peu de raccordement qui peuvent être compliqués et qu'il faut avoir en tête. Et éventuellement se préparer à ce raccordement. Sur les objets techniques, j'ai parlé de points de mutualisation tout à l'heure d'armoires de rue. Ce sont également ce qu'on appelle des sous-répartiteurs optiques, puisque c'est là où on va répartir les fibres qui viennent du transport vers les différentes habitations. On voit ici une photo d'une armoire ouverte. Il y en aura 3 implantées sur l'île de Bréa. Ça a été déjà discuté avec la mairie et aussi avec les architectes de bâtiments de France pour que ça soit le plus possible intégré dans le paysage et mis dans des endroits, je dirais, qui ne gênent pas la vue ou le paysage. C'est là que les opérateurs viendront aussi relier leurs propres équipements aux fibres qui arrivent de la distribution. C'est-à-dire que quand vous changerez d'opérateur, si vous avez envie de changer d'opérateur, vous ne serez pas obligé de refaire le raccordement. L'opérateur viendra juste à l'armoire et prendre votre fibre et la mettre sur son équipement plutôt que sur celui de votre ancien opérateur, par exemple. Voilà. C'est à ça que servent ces armoires. Je veux parler aussi de la distribution. Donc après, voici un exemple de point de branchement optique dans une chambre. Vous savez, les chambres, c'est les blocs de béton qui sont dans le sous-sol, recouverts par un tampon en fonte, généralement. Et voilà un exemple de point de branchement. Ce sont des boîtiers qui sont étanches, qui sont souterrains. Et c'est là que, pour réaliser le raccordement, le raccordeur viendra ouvrir le boîtier et prendre la fibre qui vient de votre logement et la souder dans le boîtier. Et enfin, pour terminer, certains points de branchement peuvent être en façade. Alors, je ne sais pas si on aura le cas sur Bréa. Si, on aura peut-être le cas, notamment dans le centre-bourg, peut-être. On peut aussi avoir du réseau qui suit les façades avec des points de branchement à mettre sur les façades. Et là, bien évidemment, on demandera l'autorisation du propriétaire et on fera une convention pour nous autoriser à mettre ce boîtier. On voit, par exemple, qu'il y a des boîtiers cuivre qui existent et sur lesquels on peut rajouter un boîtier
fibre optique. Pour l'instant, on ne touchera pas au cuivre, comme je le répète, mais à terme, le cuivre disparaîtra quand on aura démonté. Et dernier objet, celui-là qui sera dans la maison, c'est la fameuse prise. Alors qui n'est pas une prise T comme le téléphone, mais qui sera une prise optique avec voilà, le câble qui viendra se brancher et le câble ensuite qui repartira vers la box que vous aurez pour vous connecter ensuite à Internet. Il vous sera fourni par le fournisseur d'accès à Internet. Voilà pour les principes génériques qui sont vrais sur tout le territoire, sur tout le continent. Et aujourd'hui, sur la Bretagne, on est bien avancé sur nos déploiements et on compte finaliser l'ensemble du territoire à l'horizon de fin 2026. C'est pour ça qu'on a voulu travailler spécifiquement sur les îles, parce que c'est une complexité technique, comme on va le voir, puisqu'il y a bien évidemment la nécessité de relier l'île au continent également en fibre optique si on veut avoir la pleine puissance de la fibre. Donc on a aujourd'hui 7 îles en Bretagne qui ne sont pas reliées en fibre optique. Donc il y a Bréa, il y a Bas, mais il y a aussi Saint, Ouessant, Molène, Ouate et Édic. Groix et Belle-Île aujourd'hui sont déjà reliés en fibre optique par des câbles sous-marins, mais les 7 autres îles ne le sont pas. Sur 5 îles, on a envisagé d'autres solutions techniques, mais sur Bas et Bréa, on va déployer des câbles sous-marins entre le continent et l'île pour que vous ayez la possibilité d'avoir une liaison fibre de bout en bout. Alors justement, sur Bréa, le principe, ça va être de partir d'un central. Alors c'est assez schématique, donc c'est-à-dire que sur le continent, vous avez ce qu'on appelle un réseau de collecte, donc c'est un peu les autoroutes de l'information, comme on disait dans le temps. Donc c'est des réseaux qui existent déjà et qui relient tous les centraux entre eux en fibre optique. On a le central, donc aujourd'hui, celui qui sera utilisé sera celui de Paimpol, et puis le câble de transport qui passera, y compris en partie sous la mer, pour arriver aux armoires. Alors là, schématiquement, il y en a une de représentée, mais il y en aura 3 sur l'île, et qui permettra ensuite de desservir l'ensemble des habitations. Il y a notamment l'île Nord, qui aura une armoire spécifique. Bien évidemment, on tient compte de la géographie aussi de chaque île. Un petit point particulier sur la partie sous-marine. Donc là, vous avez une carte du chaume qui vous permet de voir les fonds marins. Alors, ce n'est pas forcément très visible, mais le câble qui va partir, il va partir du parking de l'Arc Ouest, puisqu'aujourd'hui, les infrastructures du réseau téléphonique, donc les fourreaux qu'on va pouvoir réutiliser, arrivent sur ce parking, en haut du parking, donc le parking qui est le plus à l'ouest, le grand parking où il y a les camping-cars, etc. Le câble va partir ensuite, je vous montrerai un tracé un peu plus précis, en n'allant pas tout droit, puisqu'on va essayer d'éviter toutes les zones, bien sûr, rocheuses, mais aussi toutes les herbiers, les laminaires, etc., tout ce qui peut être zone protégée au niveau environnemental, pour arriver au niveau à peu près à gauche de la cale à basse mer, la plus basse. C'est le câble. Voilà. Là où il y a déjà un câble d'ailleurs sous-marin qui arrive, là où il y avait dans le temps les hydravions, là, entre les deux guerres, et avant, j'irais, l'ancienne cale SNSM, donc entre les deux. Donc voilà un peu le tracé théorique qui a été étudié, puisqu'on a bien évidemment fait des études environnementales et techniques pour le tracé de ce câble. On a par exemple réalisé des orthophotos plans, donc des images prises par drone, qui permettent d'avoir une vision très précise, y compris des aspects environnementaux. Donc là, on voit le parking, le fameux parking de l'Arc Ouest, avec la chambre d'atterrage qui va être positionnée à cet endroit-là, qui va permettre de reprendre les infrastructures. Donc on va aller chercher ici la première chambre de télécommunications existante sur le continent. Donc on va avoir des travaux à faire. Action va réaliser des travaux sur le parking, mais il y a aussi la chambre d'atterrage qui va être ici. Ensuite, le câble va être enfoui au niveau de l'estran pour ensuite apparaître cette fois-ci sur le fond de mer, et il sera protégé avec des coquilles en fonte, évidemment, pour éviter qu'il soit abîmé éventuellement par des encres ou des choses comme ça. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un fuseau théorique qui a été proposé dans le cadre de l'étude environnementale, puisque les demandes d'autorisation sont en cours. Et on essaye d'éviter à la fois la partie, par exemple, zone de mouillage des plaisanciers, la SMEL, qui est en cours au niveau de l'Arc Ouest, et puis également tout ce qui va être herbier, donc les herbiers de zoster qui sont en verre. Et donc, parfois, c'est très serré, mais on essaye de limiter au maximum l'impact que ça pourrait avoir sur la partie environnementale. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, l'objectif,
Alors ça, c'est sur la partie Aquest, et sur la partie donc latérale sur l'île de Bréa. Donc on voit, voilà, aujourd'hui le ponton pour l'arrivage à marée basse, et on voit le fuseau théorique avec aussi les passages du câble. On voit qu'aujourd'hui il y a d'autres câbles qui arrivent, notamment les câbles électriques, vous savez, qui arrivent à l'ancien ponton de la SNCF. Voilà pour le. Alors de la même manière sur le continent, enfin sur l'île, pardon, il y aura une chambre d'atterrage qui sera positionnée un petit peu plus haut au-dessus de la falaise et qui va permettre de rejoindre la première chambre de télécommunication existante sur l'île qui est à peu près à ce niveau-là. Et donc on va bien percuter cette chambre-là pour que le câble sous-marin puisse arriver et ensuite être distribué sur l'île vers tous les habitants. Voilà le principe. Les études environnementales aujourd'hui sont en cours, les demandes d'autorisation à la fois les demandes environnementales et la demande d'utilisation du domaine maritime, elles sont en cours. On devrait avoir normalement ces autorisations-là avant l'été, au mois de juin, si tout se passe bien. Et des premiers travaux vont commencer donc sur l'île, c'est pour ça que Action est présent aujourd'hui, à la fois sur les poses d'armoires, les premières relevées, etc. On va rentrer dans les détails si vous souhaitez. Et sur la pose du câble sous-marin, on envisage de le poser au mois de septembre, bien sûr en fonction des horaires de marée et des contraintes météorologiques, et puis aussi de production de câbles. Enfin bon, il y a plein de paramètres qui rentrent dans le calendrier, ce qui permettrait d'avoir une fin de travaux, je dirais fin d'année ou début d'année prochaine, donc avoir la commercialisation. Si jamais on ratait cette fenêtre-là, on serait probablement obligé de décaler d'1 an, puisque après octobre-novembre, ça devient compliqué au niveau pose de câble. Alors pourquoi septembre uniquement? C'est que, ne serait-ce que, alors déjà en termes de fréquentation touristique, les mois d'été sont à exclure, et puis on a aussi des contraintes liées environnementales, qui font que sur avril-mai, on ne peut pas non plus faire de travaux sur la partie maritime et sur l'estran. Voilà pour les principes, et je crois que j'ai fini. Après, je vous ai juste mis quelques liens si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le projet en général, mais on reste à votre disposition pour répondre aux questions. Et je pense qu'on aura aussi l'occasion de faire d'autres points de communication via la mairie sur l'avancement des travaux, notamment sur la partie sous-marine qui pourrait vous intéresser. Voilà. Vous avez des questions? Oui, merci, c'est super. Vous avez parlé des points devant les maisons, je ne sais plus quel nom, en fait. Est-ce que c'est vous qui décidez de l'endroit? Est-ce qu'on peut dialoguer avec vous en fonction de par où on s'arrange chez nous? Parce que une fois que vous avez posé ce point-là, ça a un impact sur la suite. Oui. Ou est-ce que vous le faites systématiquement là où on rentrait le câble téléphonique? Quelle est la... Alors, généralement, mais alors, le point de branchement, on va essayer de le mettre dans les endroits où on peut le mettre, mais grosso modo, on essaie de suivre le même cheminement que le cuivre pour pouvoir réutiliser les infrastructures existantes, les fourreaux, les gaines existantes. Donc, normalement, le câble optique devrait prendre le même chemin que le câble cuivre. Ça, c'est la théorie. Parfois, en pratique, il peut y avoir des problématiques techniques qui font que, en lien avec le particulier, le chemin choisi par le raccordeur peut être différent. Mais généralement, dans la plupart du temps, on essaye de suivre le même chemin. D'ailleurs, le raccordeur, quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde depuis votre maison vers le domaine public s'il peut aiguiller et passer le futur câble en fibre. Si jamais ça bloque, il peut y avoir des travaux à la charge du particulier si ça bloque sur le domaine privé, ou si par exemple ça bloque sur le domaine public, à ce moment-là, c'est à notre charge. Mais il ne se sert pas du câble ADSL comme... Normalement, il n'a pas le droit. Non, mais entre la chambre et notre maison, ou même la prise à l'intérieur, normalement, après, on nous a la DSL, il faut se servir de la DSL comme aiguille. Alors, normalement le câble ne nous appartient pas puisqu'il appartient à Orange et normalement, il n'a pas le droit parce que si jamais la connexion Internet fibre ne marche pas au final, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de cuivre ni fibre. Donc, c'est un problème. Donc, normalement, il n'a pas le droit d'utiliser. On a déjà vu des cas où ils le font, mais ce n'est pas logique. Et c'est là où ça peut poser problème aussi, c'est que il peut y avoir assez de place si on laisse le cuivre. Donc, certains sont tentés d'enlever le câble cuivre. Mais normalement, ce n'est pas autorisé. Voilà. Peut-être
peut-être pour reformuler sans utiliser d'aiguille, par défaut, ils vont quand même essayer de réutiliser le fourreau existant, donc pas celui on est d'accord. Oui. Donc si on l'a, normalement, et que ça passe, normalement, il n'y a pas besoin de recreuser. Non. Et donc sur la partie enterrée, si j'ai bien compris, vous réutilisez les fourreaux existants et vous creusez éventuellement que s'il y a des problèmes techniques. Voilà, justement. C'est exactement ce qu'on est en train de transition. Très bonne transition. Du coup, je vais détailler un peu la procédure de déploiement. Aujourd'hui, on a fait le relevé de boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'on est passé sur l'ensemble de l'île pour relever le nombre d'habitants et le nombre de logements nécessaires sur l'île en termes de nombre de prises de fibres. À partir de là, on a fait toutes les études. Donc, on a schématisé le réseau, comme on le voit là, et dimensionné les câbles et la position des boîtiers. Et aujourd'hui, on a des équipes qui vont démarrer aujourd'hui sur le relevé du réseau Orange. Donc là, on relève toutes les chambres existantes d'Orange pour vérifier l'état du réseau et vérifier du coup la bonne connexion entre les chambres, parce que des fois, il y a des fourreaux qui sont écrasés entre deux chambres télécom sur le réseau public. Là, on viendra les réparer. L'idée, c'est de maximiser l'utilisation du réseau existant. Donc, et vérifier aussi l'adduction, c'est-à-dire le cheminement entre la dernière chambre qui est le point de raccordement et votre maison. Donc vérifier qu'il y a bien, on va dire, une continuité des réseaux entre cette chambre-là de raccordement et votre maison. Donc là, vous allez voir des équipes qui vont se balader sur l'île pendant, il y en a pour 5 semaines sur la première phase, et on viendra faire un complément 2 semaines après. Il y en a pour 5 semaines pour relever l'ensemble des chambres. Il y a 500 chambres Orange à relever aujourd'hui et 45 km de réseau à aiguiller pour vérifier l'état du réseau. Donc les PBO, vous les mettez dans les chambres? Les boîtiers, on les met dans les chambres. Nous, le chantier de raccordement fibre, le projet Bretagne débit, on s'arrête du coup sur la partie publique. C'est-à-dire qu'on pose le boîtier, on vous rend éligible à la fibre optique en posant un boîtier à la limite entre le domaine public et votre parcelle. Et après, c'est le choix au particulier de s'abonner. Et si vous faites le choix, et du coup, vous déclenchez le raccordement par un opérateur qui viendra, lui, tirer un dernier câble entre cette chambre sur le domaine public et chez vous. Et c'est bien qu'on puisse avoir un petit dialogue sur l'emplacement de la chambre. Oui. Et on pourra d'ailleurs rétrocéder, s'il faut, les plans, en tout cas donner des plans à la mairie pour savoir la position de votre boîtier si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui reste à notre charge financièrement? Alors, le raccordement est gratuit, aussi bien sur la partie continent que sur l'île, gratuit pour les particuliers. Aujourd'hui, quand vous avez... Pour les particuliers. Aujourd'hui, la commune et la région financent largement ce projet, qui est un projet public. Vous aurez à payer, en général, c'est des frais de mise en service de n'importe quel opérateur. Aujourd'hui, quand on contracte un abonnement, c'est des frais de service qui sont de l'ordre d'une cinquantaine ou une centaine d'euros, ça dépend des opérateurs. Et votre raccordement est gratuit. Qu'est-ce que vous appelez votre raccordement? C'est celui qui s'arrête devant chez soi? Ce raccordement-là, c'est-à-dire que nous, on va s'arrêter ici avec un boîtier, mais donc le raccordement jusqu'à votre maison est gratuit, mis à part les frais de mise en service classiques d'un opérateur. Ouais, alors, juste quand même pour nuancer, quand on n'a pas de fourreau, la pose du fourreau n'est pas gratuite. Et une question sur le côté esthétique, est-ce que l'aérien sera autorisé ou non? Non, mais parce qu'il faut le contrôler. Non, il n'y aura pas d'aérien autorisé sur l'île. Alors vous avez de la chance sur l'île, vous avez 0 poteau. Et je pense que l'île ne va pas être de mettre des poteaux pour vous rendre éligible. En effet, il y a des endroits où, entre la chambre de raccordement et votre maison, le câble orange, le câble actuel de raccordement, il est en pleine terre. Il a été enfoui comme ça sans fourreau. Et du coup, là, vous allez avoir à vos frais une tranchée à faire pour aller récupérer l'adduction, en tout cas du boîtier. Et donc la question, c'est de s'assurer qu'on n'autorise pas de l'aérien sur cette partie-là. Dans le cadre du relevé qu'on fait avec nos équipes aujourd'hui, on vérifie l'adduction de vos maisons. Donc on va pouvoir savoir sur chacune de vos maisons comment vous êtes adducté et est-ce qu'il y a un fourreau existant. Et comme ça, on enverra à monsieur le maire la liste des habitations
pour lesquels on n'a pas de liaison existante avec un fourreau et auquel cas il y aura des travaux financiers à faire pour vous rendre éligible. Donc là, on communiquera d'ici, je pense, 2 mois, la liste de tous les logements pour lesquels il y aura des travaux à faire en privé pour vous rendre éligible. Je ne sais pas si c'est un bon... Alors, en fait, Anna connaît par cœur l'île, déjà. Et elle nous a déjà posé des questions. Il y a des endroits où, effectivement, on arrive dans la chambre de télécom. On sait que la maison est raccordée, mais on ne sait pas comment on va de la chambre télécom jusqu'à la maison. Il y a un certain nombre de maisons identifiées. On nous a posé la question. Alors, ça peut être ça, ou il y a un plan qui n'a pas été... Après, dans les mutations, il y a plein de propriétaires qui n'ont pas le cuivre aujourd'hui et qui ne savent même pas où est le four, ou s'il y en a un. Et d'où les questions qui nous ont été posées. Et on n'a pas forcément la réponse en tant que commune, mais c'est l'intérêt de cette réunion, c'est de vous aviser qu'il y a ça. Et je pense qu'après, quand on aura le listing de ces maisons où il y a un point d'interrogation, on ne sait pas comment ça se passe, il y aura des contacts de prix, je pense avec Anna et puis les propriétaires, pour essayer de comprendre, est-ce que c'est effectivement un passage en pleine terre, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été enregistré à un moment ou à un autre. On va essayer de comprendre, en fait, il faut, c'est le premier travail, il faut identifier pour chaque maison comment on va aller depuis en fait l'armoire jusqu'à... Il y a des normes de profondeur pour enterrer un fourreau. Chez vous? Dans votre partie privée? Oui. Chez nous, à partir du moment où on ne trouve pas le fourreau, on sait où se trouve la chambre. Et entre la chambre et puis chez nous, on est obligé de passer à un moment donné sur 2 mètres public. Là, il y a des normes où c'est 10 cm, 20 cm, 50 cm, est-ce qu'il y a une astuce? Sur le domaine public, oui, il y a des normes, mais dans la partie privée, vous pouvez avoir 30 cm, 60, 20. À la limite, il n'y a pas de 20 000. Comment? Ou à la limite, là, on n'est pas obligé d'enterrer chez nous. Non, vous n'êtes pas obligé de l'enterrer chez vous. On peut avoir un fourreau qui court le avion. Ah oui, vous pouvez très bien. Oui. En fait, à partir du moment où vous êtes chez vous, vous faites exactement ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir un fourreau qui puisse faire la liaison entre ce boîtier-là ou un citerneau ou un petit regard entre entre les deux, et qu'on puisse faire la jonction entre les deux. C'est ça qui est vraiment important, parce que le raccordeur, il ne pourra rien faire. Il y a un petit truc qui n'est pas entièrement clair, parce que vous passez d'une chambre à l'autre, si j'ai bien compris. Parfois, il n'y a pas de fourreau entre la chambre télécom et la maison, et ce qui sera à la charge de la version privée, c'est entre la chambre de gauche, là, qui est blanche, et sa maison. Et que par contre, c'est votre problème entre la chambre télécom et la chambre blanche. Oui. Alors nous, ce qu'on fera, c'est on fera une liaison jusqu'à la limite de parcelle privée, donc on viendra poser une petite chambre, un petit regard, qu'on viendra poser devant chez vous, parce qu'en effet, vous n'avez pas creusé sur le domaine public, vous n'avez pas le droit de le faire. Et donc, comme ça, vous aurez que la partie travaux privés à faire. Et vous pouvez faire de l'apparence si vous le souhaitez. Si vous voulez creuser à 30 cm, vous pouvez le faire. Après, c'est en fonction des coûts financiers, effectivement, engendrés. Et dans certains cas, ça peut être sujet quand même, si vous passez des câbles en visuel, l'ABF aura peut-être son mot à dire. Même si c'est sur votre propriété, tout n'est pas forcément entièrement autorisé sur un site comme vrai. À l'heure actuelle, entre la boîte blanche là, qui est chez nous, jusqu'à la maison, c'est un peu mon cas là. Là, c'est un câble noir qui part de la chambre, qui arrive dans la boîte blanche, et puis qui arrive dans un petit boîtier à l'extérieur de la maison. D'accord? Un petit boîtier, donc il y a 2 fils noirs qui arrivent. Et après, on part sur un 4 fils, ou 8 fils, ça dépend comment ça a été fait. Un petit boîtier vers l'intérieur de la maison. Mais là, dans le cas de la fibre, il va falloir que ça aille, que ce soit le même câble. Il y a jusqu'à l'intérieur. Non, je ne sais pas si il n'y aura pas de connexion. Est-ce qu'on peut monter le boîtier en façade? Mais je ne pense pas que ça soit ce cas-là. C'est pas ce type de boîtier que vous avez sur la tête. C'est un petit boîtier, là, les petits qui se soulèvent là, avec. Non, nous, demain, on aura un seul câble et vous n'aurez pas ce petit boîtier. Ce sera un câble qui partira directement de la chambre et qui arrive. Il faudra retrouver la gaine qui. Oui, effectivement.
Il y a une réflexion en particulier sur le cheminement en effet de la fibre optique. Et pareil, dans votre logement, vous êtes en droit de déplacer la prise où vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de garder l'emplacement précis de la prise téléphonique historique. Si vous souhaitez passer du salon à la salle à manger, vous pouvez, ou dans la cuisine, vous faites comme vous voulez. S'il n'y a pas de ligne existante, est-ce qu'on a une démarche à faire, comme Maisonneuve, TAP en demande, ou est-ce que vous allez systématiquement implanter, à notre demande peut-être, un boîtier? Alors, on a recensé toutes les habitations, et aussi permis de construire à venir. Je pense qu'on n'a pas beaucoup, très peu. Et du coup, on va rendre éligible chaque logement. Donc, il y aura, dans tous les cas, une chambre télécom en limite de privé chez vous pour vous rendre éligible. Donc, on a déjà comptabilisé votre logement. Mais, du coup, vous serez peut-être obligé de faire des travaux de votre maison jusqu'à ce boîtier-là. J'ai déjà mis alors les normes classiques avec la gaine, tout est. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est la partie privée, c'est chez vous, et il faut fiabiliser, on va dire, le cheminement dans la partie privée. Ça ne devrait pas poser de problème. Les 3 PM, là, les armoires, vous avez la localisation pour information? Alors, on a 3 armoires sur l'île, une au nord, sur l'île du Nord, et 2 sur la partie sud. Elles ont été vues avec la mairie, vues avec les bâtiments de France. Ça a été validé. Là-dessus, on peut vous les communiquer au questionnaire pour avoir un faire. Il y en a une en haut de la Côte du Bourg. D'accord. Il y en a une à l'embranchement de Quéranroux, pour l'île Nord. Et la 3e? Et la 3e, c'est vous mettez les toilettes en été, sur la partie avant de traverser les ponts. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle le mur Tropel. Quoi? Le mur Tropel. Là où il y a les sanitaires temporaires et le point de collecte, il y aura une armoire. Donc, l'ABF a discuté des couleurs, a discuté de l'emplacement précis, parce que dans un premier temps, Action nous a dit, voilà, il nous faut une armoire dans cette zone. En général, ils nous ont donné 2 ou 3 positions possibles. Et c'est l'ABF qui s'est déplacé avec lui sur chacun des sites et qui a dit, telle armoire, le meilleur emplacement, il est à tel endroit. Et on a reconfirmé récemment à Action les emplacements définitifs et les couleurs définitives des armoires qui, je dirais, ont passé à travers le processus d'approbation ABF. Dans des endroits où il n'y a pas de risque de collision avec un tracteur ou une drone. Non, ça a été aussi regardé. Alors, on n'a pas envie de recommencer de réparer les armoires régulièrement. J'ai encore une question, c'est peut-être pour vous. Donc là, on a un câble sous-marin qui n'est pas sécurisé. Donc, en cas de coupure sur le spécifique sous-marin, c'est quoi le THD Bretagne, les délais d'établissement de service quand on n'a plus de câble? Alors, il est sécurisé dans le sens où il y a des coquilles qui vont être en fonte, qui vont être mises. Donc il y a quand même peu de risques, qu'il soit coupé. Il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième câble, par exemple. Hein. Donc les délais de réparation, c'est plusieurs mois. On ne sait pas exactement aujourd'hui, puisqu'on est en train de travailler sur le protocole de la maintenance de ce câble. Parce qu'il faut, en fait, c'est simple, il faut enlever une partie des coquilles, remonter le câble, le couper proprement, mettre 2 joints et un autre câble au milieu. Et ça, on est en train de travailler un peu sur ce processus-là. Et ça va forcément prendre plusieurs mois. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de solution alternative. Donc, sauf à utiliser d'autres techniques comme téléphone mobile, voilà, pour se connecter, hein, mais il n'y aura pas de possibilité de faire autrement. Ce qui est le cas aujourd'hui pour l'électricité, voire même l'eau, voire même les télécoms. L'électricité, on a 2 câbles et on a deux canalisations. Sur la fibre, il est prévu qu'un câble, mais bon, il se trouve que j'ai travaillé avec les coquilles sur des câbles de fibre. Ouais. Et la seule question, c'est après, est-ce qu'en plus des coquilles, on ancre le câble pour éviter un ripage important? Mais le câble, le câble, il est vraiment. Boris et Chalut. Et c'est pour ça que dans certains cas, il faut l'ancrer. Mais la coquille en fonte, il faut voir ce que c'est. C'est très très. Les
bateaux de maintenance pourront passer aussi, parce qu'il y a ça aussi. Hein. C'est pas la même. C'est pas les bateaux pour déployer. Hein. Voilà, c'est pas des gros bateaux comme le Pierre Fermat d'Orange Marine, des choses comme ça. Ça va être des barges adaptées. Donc on est sur vraiment des métiers spécialisés. On a cité les entreprises tout à l'heure qui ont l'habitude de ce genre de manipulation. C'est bien évidemment dans le chenal, on peut pas mettre des bateaux classiques, hein, c'est clair. Ça ressemble à quoi aux coquilles en fond? Alors c'est deux demi-coquilles qui sont posées comme ça sur le câble. C'est gros, c'est petit. Ça fait 1 mètre environ de long et le diamètre ça doit faire quinzaine de centimètres. Le câble est tout petit en fait. Hein. Le câble fibre il sera tout petit, il fait 96 fibres. 20 mm. Voilà. Et par contre, les coquilles elles seront adaptées pour bien protéger le câble et elles sont en fait mises après la pose du câble en sandwich. Comme ça, et elles s'emboîtent pour que ça soit articulé. C'est bête, oui, j'aurais pu mettre des photos parce que ça va être intéressant. Voilà. Alors le câble en lui-même, il va faire 20 mm, parce que la fibre aujourd'hui c'est tout petit. Donc 20 mm, armature comprise, parce que ça sera une armature métallique, etc. Ça ressemble à un taureau métallique, un peu comme un câble métallique. Et par-dessus, on viendra mettre des coquilles. Donc là, on aura des coquilles sur l'ensemble du parcours. Et on est à 38 kg du mètre sur 2 km. Vous imaginez le tonnage qui va quand même maintenir et protéger ce câble. Voire même l'enfouir dans le sable pour l'endroit où il y a du sable, mais il n'y a pas de sable partout. Voilà, donc il devrait être protégé. On a prévu aussi de faire des campagnes par plongeur pour vérifier au bout de X temps, plusieurs fois, l'état du câble pour voir s'il ne dérive pas non plus. Parfois, effectivement, à certains endroits, on peut l'accrocher sur de la roche, mais dans le temps, ça peut bouger. Hein. Il y a quand même beaucoup de courant dans le chenal. Donc, il faut vérifier. Donc, on vérifiera. Et puis, on a une concession. La date de concession, c'est une durée de 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il faudra aussi que régulièrement, on remette en jeu, je dirais, soit la prolonger, soit éventuellement mettre un nouveau câble si demain il est abîmé, etc. Donc, c'est un chantier quand même assez important. C'est plus coûteux et compliqué de déployer un câble que de déployer la fibre sur l'île. Voilà. Il faut le savoir. Mais vous n'en mettez pas directement deux. Parce que déjà c'est un coût assez important, comme je le disais, hein, pour donner, je ne vais pas vous donner de coût total, mais c'est le coût de l'opération globale, c'est 1/3 l'île, 2/3 le câble. Donc, si on en mettait 2, vous imaginez le surcoût. Il y a une contrainte environnementale aussi, c'est que le chemin n'est pas simple. Si on met 2 câbles, il ne faut pas les mettre côte à côte, parce que sinon, ils risquent d'être accrochés en même temps. Donc, il faut dire qu'il faut un autre chemin, et le chenal n'est pas si... Voilà. Il faut savoir aussi que quand le câble va être posé, il va falloir faire de la nettoyage de route, parce qu'il y a plein de vieux câbles qui ne servent plus à rien, qui n'ont pas été démontés, des câbles télégraphiques, des choses comme ça, qu'il va falloir aussi faire ce qu'on appelle de nettoyage de route. Donc tout ça fait que ça multiplie par 2 la complexité, probablement la durée aussi des études. Enfin, voilà. Donc c'est un moment, c'était pas forcément raisonnable, je dirais, en termes et ça n'apportait pas un gain de sécurité suffisant. Voilà. Donc il a été choisi d'en mettre qu'un seul. Après, la probabilité qu'il soit abîmé voire cassé dans les 30 prochaines années est quand même extrêmement faible. On n'est pas, c'est vrai qu'on voit dans la presse maintenant aussi certains sujets liés à la cybersécurité, etc., où des câbles sous-marins ont pu être crochetés par des navires. Bon, mais on est sur des câbles qui sont vraiment transatlantiques, qui ne sont pas forcément protégés avec des coquilles d'ailleurs, hein, qui sont armés, mais qui ne sont pas protégés par des coquilles. Donc voilà, donc on aurait à avoir quand même beaucoup moins de risques. Sauf qu'à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de plaisanciers qui s'amusent à tirer dessus, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Parce qu'il y a quand même, dans la carte du chaume, il y a quand même un chenal hein, qui est délimité, qui interdit notamment la pose d'encre dans ce chenal-là, puisque c'est dédié pour des câbles sous-marins. Ouais, je pense que pour relativiser, il y a déjà le câble orange qui passe non plus, et puis je n'ai pas entendu parler de coupure d'orange non plus. Oui. Après, après, il peut y avoir des sécurisations hertziennes. Hein. Savoir que sur les 5 autres îles que j'ai citées, donc à part Bar et Bréal, sur les 5 autres îles, on étudie une solution hertzienne. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un câble sous-marin, on va faire un faisceau hertzien entre l'île et le continent. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui pour le cuivre, hein, c'est ce qu'ils font.
sur Ouessant, par exemple, ou Bolène, sur lequel on fait une expérimentation actuellement. Ça fonctionne, mais on n'a pas la même qualité de service quand même. Hein. On n'a pas la même puissance, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça peut fonctionner, et c'est vrai que c'est moins coûteux, mais la grosse problématique, c'est les antennes. C'est-à-dire qu'il faut avoir des antennes qui acceptent de mettre ces nouvelles, des supports qui permettent de mettre des pilotes qui permettent de mettre ces nouvelles antennes. Et aujourd'hui, c'est pas simple. Hein. On a certaines îles où c'est pas faisable. Donc, ça pose des problèmes. Ou alors, il faut augmenter la taille du pilote. En termes d'acceptation pour les riverains, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est une solution qui peut être éventuellement de secours, mais qui est quand même très complexe aussi à mettre en œuvre. On a exactement le même risque aujourd'hui. Oui. Ça sera pas de risque demain. Avec tous les câbles existants, effectivement. Aujourd'hui, Internet, on l'a bien par le câble transfert. Je vais poser la question Orange, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, il y a un câble qui arrive au même endroit où on va aller, à peu près. Qui lui, d'ailleurs, n'est pas protégé de coquille. C'est un câble pas nu. Oui. On voit d'ailleurs apparaître au niveau de l'arrivée. Ça n'arrive pas. Non, ça sera mieux. Oui, ça sera mieux. En tout cas, on essaye de. D'une part, on essaye de faire les choses mieux au niveau environnemental par rapport à ce qui a pu être fait il y a 20-30 ans. Les normes aussi ont beaucoup évolué. Et d'autre part, de faire des choses beaucoup plus pérennes, probablement. Même si on n'est jamais à l'abri, hein, mais là, on a quand même mis une solution. Le fait d'avoir mis des coquilles sur toute la partie potentiellement qui serait visible, ça garantit quand même une meilleure solidité. En termes de budget pour les municipalités, on parle de combien? Alors, juste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mutualisation, je parle un peu sous votre contrôle, au niveau de toute la région. Ce projet, le financement de ce projet, il est mutualisé et en aucun cas, Bréa ne va payer le coût réel des travaux, aussi bien du câble que des travaux à terre, qui vont être effectivement réalisés sur l'île. Et cette mutualisation, elle est même, je dirais, très importante pour Bréa. On va payer une somme. Alors, la commune va payer une partie, mais qui est un tout petit pourcentage du coût total des travaux. Alors on est en train justement de finaliser, on paye a priori par boîte de connexion. On est en train de finaliser le nombre de boîtes de connexion qu'on va en fait autoriser, et il faut qu'on affine un certain nombre de choses si les particuliers ont des demandes spécifiques pour plusieurs boîtes. Le principe pour nous, c'est de payer notre participation pour une boîte à charge du particulier. Ensuite, s'il veut plusieurs boîtes dans sa propriété. Donc on est en train d'affiner un petit peu tout ça. Et on va commencer à mettre de l'argent dans le budget 2025 en prévision du paiement de la part communale. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Un prévisionnel chiffré. En fait, la manière dont ça a été fait, et ça a été fait, je crois, dans toutes les intercos ou pour la commune de Bréa, c'est un coût par connexion pour chaque collectivité. Après, la question, c'est le nombre de connexions. On le sait à peu près. Ben, c'est ça qu'on discute. Si on dit qu'il y a une connexion par maison, ben, on sait qu'on a 860 maisons sur l'île de Bréa, donc on multipliera le prix unitaire par 860. Pour l'instant, c'est prévu un peu plus, et on affine là-dessus. Mais c'est pas votre charge, c'est à la charge de la commune. Non, mais c'était pour avoir une idée du prix unitaire, justement, en question. Je pense que c'est un peu ça. Bah, j'attends d'avoir la somme finale. On a une idée de la somme par connexion, mais on n'a pas encore le prix final. Et les autres financeurs, c'est le département, la région, l'État également et l'Europe. Parce qu'il y a du FEDER aussi qui est mobilisé sur cette opération. Je vais les citer, parce qu'il faut les citer quand même. Et donc la part locale, communale, pourrait représenter environ 10% du montant de 10%. Ouais, un peu d'opération. L'ordre de grandeur, c'est ça.
Ouais. Il y a une évaluation du coût total pour Bréa, et il y a une évaluation du coût de la connexion par maison pour Bréa, et c'est même un peu moins de dépenses. D'où la mutualisation. Ça veut dire que sur la Bretagne, dans des zones très faciles à raccorder, il y a des gens qui vont payer leur connexion plus cher que le coût réel des travaux pour permettre d'absorber les coûts. Bréa coûte très cher. Comme vous l'avez dit, hein, le câble, c'est le câble sous-marin surtout qui coûte cher. Oui, et puis après, le fait qu'on est entièrement enterré. Et puis le surcoût insulaire, hein, faire venir les équipes d'Action pour travailler sur Bréa, ça coûte plus cher que si elles étaient sur le continent. Donc tout ça, c'est plein. Et à l'arrivée, ben, ça. Après, c'est dans un cadre exceptionnel. Hein. Oui. Ils vont vouloir rester plus longtemps. Ils sont logés sur place. Non, on aurait aimé les loger. On avait même proposé, il y a un endroit qui est très très apprécié à Bréa pour les équipes des entreprises qui viennent travailler, c'est le centre nautique. Et en dehors de la période d'activité du centre nautique, on le met à disposition des entreprises. Et c'est très très apprécié. Mais malheureusement, vous avez peut-être vu, ces jours-ci, on a l'EPID qui est en train de nous aider à vider entièrement l'immeuble Les Rocs. Et ils sont logés centre nautique. Et ça a empêché que les premières équipes d'Action ne puissent loger. Donc elles sont logées à Ploubaz. Et en fait, elles font la traversée tous les C'est dommage parce qu'ils auraient pu se baigner tous les matins. C'est ce que font les jeunes de l'EPID. En nageur. Donc, ça a été dit, je pense que d'ici un mois et demi, on aura le listing de tous les emplacements, toutes les maisons qui vont être connectées, ou tous les logements qui vont être connectés. Et je pense que ça, il faudra qu'on sache. Je ne sais pas si on va l'afficher ou si on vous autorisera à venir le consulter en mairie, mais il faut qu'on trouve un moyen de vous permettre de vérifier que vous êtes bien prévu. Okay. Et puis de faire d'éventuels commentaires si vous avez d'éventuels commentaires. Ça, c'est dans un mois et demi, 2 mois. 2 mois. Donc, ayez ça en tête. Vers fin avril, début mai, vous pourrez venir consulter les listings en mairie, je pense. Je ne sais pas si on refera une réunion publique, mais je pense qu'après, c'est une vérification vraiment individuelle. Il faut que chacun vous vérifie que vous avez bien été pris en compte. Et d'ici là, je pense qu'avec Anna, on consultera peut-être certaines personnes quand on a un problème particulier où on ne sait pas comment la maison est raccordée au réseau sur la ville. Pas d'autres questions? Alors, de toute façon, Anna aime beaucoup Bréa. Elle y passe beaucoup de temps. Vous avez maintenant le nom et le visage. Et il ne faut pas hésiter à lui poser des questions si vous la voyez en train de travailler dans votre quartier. Et puis, vous pouvez aussi vous adresser en mairie si vous avez des questions spécifiques. On servira de relais pour les transmettre soit à Action, soit à Mécalis, en fonction de la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais juste rajouter. Pour ne pas être surpris, je vais juste rajouter un peu un point planning des équipes qui vont intervenir. Donc aujourd'hui, il y a l'équipe qui font toute la partie études et relevé des chambres orange. Et ça va durer globalement jusqu'à fin avril. Après, les études environnementales et pour les questions aussi de tourisme, on ne reviendra pas avant le 1er septembre. Comme ça, on vous laisse tranquille pour la période estivale. Et on revient pour faire la partie travaux de génie civil et déploiement sur l'île à partir de septembre pour préparer le tirage du câble sous-marin, comme Thomas l'a dit en septembre.
Et ensuite, on va travailler sur toute la partie octobre, novembre, décembre, janvier sur l'île pour le déploiement de la fibre sur l'île. Et donc on aura une idée, parce que vous allez peut-être trouver des gaines écrasées, etc. On aura une idée des travaux éventuels avec ouverture des voiries au mois de septembre-octobre. C'est ça. Et pareil, on vous informera. Si jamais il y a des fermetures de voiries pendant un certain nombre de travaux, on vous informera tout ça au mois de septembre. Mais l'intervention sur la partie publique et dans vos rues, on le fera pas à partir de mi-septembre pour pas impacter toute la saison touristique, etc. Et ça n'a pas été dit, mais toute l'arrivée du câble, on va dire, sur l'estran, jusqu'à la montée, donc on arrive, quand on est sur la troisième câble, quand on regarde vers l'île, on arrive sur la gauche, on monte et on va dans les bois pour rejoindre un gros regard France Télécom. Tout ça, ça fait l'objet de nombreuses discussions avec l'architecte des Bâtiments de France. Et la manière dont va être aménagé le cheminement entre l'endroit où on commence à le voir à marée basse jusqu'à la chambre France Télécom, tout ça, ça a été défini, regardé dans le détail, et ça fait partie actuellement de la revue des études environnementales. Mais tout ça, ça a déjà été travaillé. Ben, merci à tous. Merci. Et à bientôt. Merci. J'aurais juste demandé si par rapport au mail que j'ai reçu, Oui. etc. Si vous ne savez pas, vous me dites. Et au moins, je prévois les questions. Malgré qu'on ne le fait pas, mais au moins, je prépare les études. Il faut qu'on essaie de... Mais sinon... Moi, je vais vous répondre par tout de suite. Mais sinon, au moins, par exemple, par rapport à la nouvelle vie, ça je reste. Oui. C'est pas. L'animation, ça se passe comment? Parce qu'avant, j'avais évolué. Il va y avoir des références. Oui, pas que le dispositif, on le réceptionne. On intègre un système d'information qui permet de dire à tous les opérateurs, à partir de telle date, telle adresse est commercialisée. Le chemin que les parents vont faire Action, ils vont prévoir tout ce chemin-là. Ensuite, vous appelez l'opérateur de votre choix, lui il aura la cartographie, là votre adresse. Ils vont tirer un câble. Boîtier que Action leur a mis, ils vont tirer un câble en passant par. Ah oui, c'est un abonnement, donc vous allez avoir après c'est l'opérateur qui donne un numéro.